au-delà de ça, c'est tout mon côté TPL qui embarque. Donc, le rejet et l'abandon, ça me tue. Donc, je laisse, moi, avant de me faire laisser. Parce que tu veux pas être rejeté. Donc, Je laisse tout le temps. Donc, c'est pas facile. Non, mais c'est de mieux en mieux. Parce que là, je suis célibataire depuis 3 ans. Jamais, au grand jamais. Si tu m'avais dit ça, Marie, il y a 5 ans, pardon, tu vas être seule pendant 3 ans. Jamais, impossible. 3 ans, et je vis très bien. Est-ce que je cherche un amoureux? Absolument. Est-ce que ça, c'est ce qui va... est-ce que c'est nécessaire à mon bonheur? Non. Mais est-ce que tu fais des choses pour trouver un amoureux? Oui. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit une femme, moi, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime son côté exubérant. Elle s'assume. Elle dit les choses haut et fort, mais en même temps, moi, je sens qu'il y a une petite fille à l'intérieur. Il y a quelque chose d'extrêmement sensible dans le cœur de cette femme-là. Et j'ai envie qu'on découvre ça ensemble aujourd'hui. Varda Étienne, bienvenue. Marie, mais quel honneur. Vraiment, je suis très contente. Et je tiens aussi à te dire que c'est réciproque. Beaucoup de respect et d'admiration pour la femme que tu es. Est-ce que je me trompe en disant que il y a une grande sensible à l'intérieur de cette image? Parce que quand même, il y a une image que tu imposes, Varda. Quand tu arrives à quelque part, on le sait. On le sait, puis je dis ça de façon positive. Tu es très à l'écoute de l'autre, mais en même temps, tu prends ta place et tu donnes ton opinion. Mais je sens une femme très sensible. Trop. Et je suis... C'est drôle, hein? J'ai eu cette conversation pas plus tard que ce matin avec mon psychiatre. Et on parlait de mon hypersensibilité et d'où ça venait. Donc, je le sais depuis des années, mais plus j'avance en âge, j'ai quand même 31 ans de psychanalyse dans le corps, je comprends bien des choses. Et je pense que cet enfant sensible que j'étais est devenue une femme sensible, mais avec une carapace maintenant, mais que je commence à me débarrasser, parce que c'est lourd d'avoir une carapace aussi. Mais une carapace, ça protège. Absolument. Ouais. Donc, j'imagine, à des moments, elle est encore plus lourde, cette carapace-là. Ça dépend. Tu sais, je te dis, moi, comme je te disais, je sais d'où elle vient, cette carapace. Moi, j'étais une enfant qui... Bon, ma mère a vécu un postpartum extrêmement difficile. Donc, à 6 semaines, ma grand-mère maternelle, qui vivait en Haïti, est venue me chercher. J'ai vécu avec elle jusqu'à son décès, 9 mois plus tard. Alors, ma grand-mère est décédée à 51 ans. C'est l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je rêve souvent à elle depuis que j'ai 51 ans, ce qui m'est jamais arrivé dans le passé. Elle est morte d'un cancer fulgurant, cancer du pancréas. À l'époque, on s'entend, Marie, il n'y avait pas de FaceTime, pas de réseaux sociaux. Donc, ma mère échangeait avec ma grand-mère, tu sais, des lettres à la main, des appels téléphoniques. Mais je n'avais pas vu ma mère pendant 9 mois. Et je sais plutôt qu'en vivant 2 abandons non planifiés, alors, maman qui est obligée de m'envoyer vivre chez ma grand-mère à 6 semaines, cette dernière qui décède 9 mois plus tard, je perds 2 mamans dans l'espace d'1 an. Et ça a développé un TPL chez moi, donc qui est le jargon pour le trouble de personnalité limite. Et ça, tu le sais à quel moment dans ta vie? Oh mon Dieu. À l'âge que j'ai eu le diagnostic ou quand j'ai compris que c'était ça? Mais tu as compris, plus que tu as compris. En trentaine? Fin trentaine? Donc, ça fait moins longtemps que tu le sais. Bien sûr. Que la période que tu ne la savais pas. Exact. Et je me souviens, lorsque je l'ai su et que je l'ai compris, j'étais hospitalisée à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. J'étais en crise de bipolarité. Et je vais toujours me rappeler, j'ai appelé ma mère. Ma mère est une personne très douce, très à l'écoute. C'est la typique antillaise, toujours de bonne humeur. Ma mère ne parle jamais contre les gens. Tu peux débarquer chez elle à n'importe quelle heure. Il y a toujours de la bouffe. Elle est toujours à l'écoute. Elle est toujours là pour nous. Puis même pour les gens qui ne font pas partie de notre famille, j'étais très méchante en parole.
parce que je lui ai reproché ça. Je dis, comment t'as fait pour m'abandonner? C'est à cause de toi que je suis hospitalisée. Mais en même temps, j'avais pas le droit de le faire parce que cette même maman-là a élevé mon premier fils. Parce que j'étais, moi aussi, en postpartum sévère, parce que j'avais beaucoup de crises de bipolarité que j'étais pas capable de gérer. Ma mère s'est occupée de mon fils sans rien me demander en retour, sans jamais me culpabiliser. Et ça fait en sorte qu'Alexis, qui a 31 ans aujourd'hui, considère qu'il a 3 mamans. C'est-à-dire ma mère, alors, commençant par moi, sa mère biologique, sa grand-mère maternelle et ma sœur, qui avait 17 ans à l'époque lorsque j'ai accouché. Je trouve ça magnifique. Et je me suis excusée auprès de ma mère parce que je lui ai dit, tu sais, maman, je n'avais pas le droit de te juger. Et je me rappelle, lorsque je l'ai appelée, ma pauvre maman, elle ne disait pas un mot. Ma mère n'est pas quelqu'un qui... Bon, ma mère déteste la confrontation de un, mais je peux m'imaginer toute la douleur et la culpabilité qu'elle a ressentie. Tu sais, te faire accuser par ton propre enfant de ne pas être une mère à la hauteur. Puis qui suis-je pour la juger? J'ai pas le droit de la juger. Je souffre de 2 maladies mentales. S'il y a quelqu'un qui devait comprendre, c'est moi. Mais c'est facile lorsqu'on est à l'extérieur du problème. Là, c'était ma vie. Donc, j'avais le jugement facile, tu sais. Mais comment elle a reçu tes excuses? Très bien. Ma mère, elle a 0 rancune. C'est pas dans sa nature profonde. C'est quelqu'un qui est généralement... qui fait preuve de beaucoup d'altruisme, aucun jugement. Ma mère elle est dans le respect. Et elle comprend ce que j'ai vécu. Elle comprend ma réaction. Elle s'est tellement rachetée au fil des ans. Tu sais, moi, ma mère, je dis toujours... Tu sais, moi, je suis pas croyante, mais je dis, quand cette femme-là va décéder, elle va aller directement à la droite de Saint-Pierre, tu sais. C'est quasiment une sainte, ma mère. Je la vois vraiment comme une sainte. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Oui. Tu as commencé quand même, Oui. là. Alors, on a les cartes vertes qui sont, tu connais le jeu, qui sont des questions plus générales. Oui. Les cartes jaunes qui deviennent plus personnelles. Oui. Les cartes rouges sont des questions personnelles. Les cartes mauves, ce sont des questions hypothétiques. Oui. Tu as un joker, donc à n'importe quel temps, si ça ne te tente plus de répondre, Oui. je vais passer à une autre question. Oui. Donc, ça te protège. Mais tu sais que moi, j'ai pas de problème à me livrer, hein. C'est pour ça que je m'en sers, mais bon. Alors voilà les questions vertes. Oui. Tu vas les brasser. Tu m'en donnes 4. Je vais te les lire. Oui. Tu vas en choisir une. Oui. Et moi aussi, après, je vais en choisir une. D'accord. Ça, tu l'as choisi, celle-là? Oui. OK. Et voilà. Comment elle s'appelle, ta mère? Maryse. On dirait qu'on l'aime, hein, Maryse? Tout le monde aime Maryse. Quand tu parles d'elle, c'est magnifique. Merci. Comment ton rapport à l'argent a-t-il évolué avec le temps? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Quelle est ta plus grande peur? Quelle importance donnes-tu au regard des autres? Tu en choisis une. Mais ma plus grande peur. OK. Alors, quelle est ta plus grande peur? Ben, le décès de ma mère. Ça m'angoisse énormément. Parce que cette femme est mon pilier. C'est mon roc. Est-ce qu'elle est en santé, ta mère? Oui, oui. Oui, elle est en santé, mais elle a quand même... elle souffre d'hypertension, elle souffre de diabète, mais c'est rien de grave. Mais c'est une femme qui est tellement... Ma mère est dans le bonheur, tu sais. Ma mère est dans le présent. Ma mère, elle est... c'est une femme exceptionnelle, une hypersensible aussi, mais je me rends compte avec l'âge à quel point je suis privilégiée que cette femme-là soit ma mère. Si je devais choisir entre 3 millions de femmes, je choisirais Maryse demain matin, et sans hésitation. Elle est formidable. Qu'est-ce que tu as hérité de Maryse? Ben, physiquement, rien. Parce que ma mère a les yeux bleus. Elle est beaucoup plus claire de peau que moi, plus petite. Ah, j'ai hérité de sa scoliose. Je souffre de scoliose comme maman. Oui. Oui, regarde. Regarde. Mais oui, mais je ne savais pas du tout que... Oui. Parce qu'à la télé, Tu triches. Tu fais un effort, en tout cas, pour... Seulement à la télé. Okay. Sinon... OK. La générosité de maman. Toutes les deux, nous sommes des femmes très généreuses. De notre temps, du fric.
en termes d'écoute. Moi, tu peux débarquer chez moi n'importe quand, il y a de la bouffe, Marie. Il y a 2 frigos chez moi, puis je vis seule avec ma fille. 1 semaine sur 2. Les 2 frigos sont pleins. Au cas, tu sais. Est-ce qu'il y a des gens qui débarquent chez vous? Ben oui. Je rappelle que j'ai 3 enfants qui ont des amis. Je suis issue de la communauté haïtienne, tu sais. La générosité. Oui, très important. Les gens viennent chez moi manger et je dois m'assurer que tu quittes chez moi avec des nausées parce que tu as trop mangé et des Tupperware. Ça, c'est vraiment la générosité avec un grand G. Oui. Quand tu dis tu as peur de perdre ta mère, tu y penses souvent? Non, je préfère ne pas y penser. Non, puisqu'elle est en santé et qu'on se parle tous les jours, j'y songe lorsqu'une amie perd sa mère. Et là, je fais, OK, donc ça va m'arriver. Parce que je pense que beaucoup d'enfants, peu importe notre âge, on voit nos parents comme étant éternels. On ne veut pas penser. La même façon qu'on se dit, on ne veut pas savoir quand nos parents ont des rapports sexuels. Oui, c'est ça. On ne veut pas s'imaginer la scène. On ne veut pas s'imaginer non plus la mort de nos parents. C'est quoi ton plus beau souvenir avec Maryse? Mon Dieu, j'en ai tellement. Elle a été présente à mes 3 accouchements. Le premier, c'est celui qui est le plus significatif parce que j'étais mère monoparentale à 20 ans. Étudiante. Pas un rond. Mes parents m'ont énormément aidée, mais j'ai aussi ma fierté puis mon orgueil. Et le premier accouchement, sans péridurale. J'ai 20 ans. J'ai beaucoup souffert. Ça fait mal. Elle était là. Ma mère est arrivée. Je vivais au centre-ville. Maman habitait sur la Rive-Sud. Elle vit encore dans la même maison, d'ailleurs. Elle est arrivée à Sainte-Justine avant moi. Tu l'as appelée, puis... Je l'ai appelée, je dis, maman, je viens de perdre mes os. Elle m'a dit, je m'en viens. Je suis allée à l'hôpital en ambulance. Elle est arrivée avant moi. C'est Maryse. Les 3 accouchements. Et j'imagine pour ta mère, de voir sa jeune fille de 20 ans avoir un enfant monoparental. C'était dur. C'est ça doit être extrêmement difficile. Elle devait être inquiète aussi. Inquiète, oui. Mais ce qui l'inquiète... Alors, il y a 3 choses qui l'inquiétaient. Mon jeune âge, être monoparentale et aussi souffrir de problèmes de santé mentale. Donc, comment cette grossesse-là allait affecter et quelles seraient les répercussions sur cet enfant qui allait naître. Et aussi, je ne vous le cacherai pas, puis elle admet, les candidatons. Moi, j'ai une grosse famille qui a beaucoup de préjugés. Parce qu'il n'y avait pas de papa, là. Il n'y avait pas de papa. Et je considère encore... Alors, Alexis... Il n'y a pas de papa connu, il y avait un papa, mais il n'était pas là, là. Il était pas... C'est pas un papa, c'est un géniteur. OK. Moi, j'ai un papa. Mon fils... Alors, mes 2 derniers enfants ont un papa. Alexis est un géniteur. Est-ce que c'est ce que tu voulais à la base? Non, pas du tout. Ah non. Ah non. C'est un homme qui a 20 ans de plus que moi. C'est un criminaliste connu au Québec. C'est quelqu'un que je considère comme étant souffrant. Là, je le comprends aujourd'hui, souffrant. Donc, et je n'y pense quasiment jamais. Alexis, c'est mon fils. C'est mon fils, c'est l'enfant de ma famille. Je pense très rarement au géniteur. Je le croise peut-être 1 fois ou 5 ans. Il me laisse complètement indifférente. Oui? Non, mais et ton fils par rapport à ça? Très difficile. Il en souffre encore aujourd'hui. De cette présence-là? Oui, qui est normal parce que il a... alors, mon premier ex-mari, qui est le père de mes 2 enfants, qui est, lui, extrêmement présent, engagé, disponible, aimant, c'est tout le contraire de ce qu'il a vécu. Donc, mes parents et ma famille, à mon humble avis, su compenser cette absence-là. Mais en même temps, ce n'est pas la présence d'un vrai papa. Donc, il a beau avoir reçu beaucoup d'affection, d'amour, de présence des membres de ma famille, c'est quand même pas un papa. Moi, je me rappelle les premières fois qu'Alexis était à Stan, il y avait 4 ans, puis la première fois qu'il m'a dit « Mais maman, on me demande d'écrire une carte pour la fête des pères. À qui je vais écrire « Bonne fête, papa », tu sais. C'est dur, ça. Donc, je disais « Mais Alexis, t'es un grand-papa. T'es un grand-papa qui t'aime beaucoup, qui est là. Donc, OK. » Mais il me disait « Mais maman, c'est ton papa à toi, c'est pas mon papa à moi. » C'est dur, ça. C'est dur à entendre. Parce que là, le niveau de culpabilité est exacerbé.
Il y a une partie de moi aussi, mais en même temps, je n'ai jamais songé à me faire avorter. Jamais. C'était clair pour moi que j'allais avoir cet enfant-là, envers et contre tous, contre vents et marées. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à ce moment-là? De ne pas être capable de lui donner une réponse satisfaisante. J'en avais pas de réponse à lui donner parce que ce n'est pas moi qui ai fait le choix qu'il ait un père absent. C'est cet homme-là qui a décidé de ne pas s'impliquer dans la vie de mon fils. Et il est revenu aussi. À 14 ans, il est revenu. Mais il est venu parce qu'il était papa. Ça a duré 1 mois de lune de miel. Et ça a été pire. Parce que c'était durant l'adolescence. Alexis avait 14 ans. C'est un âge qui est fragile pour les jeunes garçons qui ont un père absent. Et mais je lui pardonnerai jamais. Jamais. D'être venu à ce moment-là. Jamais. Ça a brisé un équilibre, peut-être. Parce qu'il a... Le livre de Guy Corneau, là. Père manquant, fils manqué. Je l'ai lu et relu et lu et relu. C'est difficile pour moi de lui pardonner à cet homme. Même si je sais qu'il est souffrant, que je le comprends. Non, parce que la peine que vit mon fils... Moi, je suis une mère lionne. Moi, je ne pardonne pas lorsqu'on fait mal à mes enfants. Je n'ai aucun pardon et ça me donne des envies meurtrières. Moi, je pourrais tuer pour mes enfants. Et pas seulement dans le sens figuré, dans le sens propre. Moi, je suis prête à aller à Tanguay. C'est vrai que Tanguay n'existe plus, mais aller dans une prison, faire du scrapbooking, bien maquillée, bien sûr. Mais il faut que je mette un peu d'humour. Pour venger mes enfants. Quand tu dis ça à tes enfants... Ils le savent. Ils le savent. Donc, j'imagine qu'ils doivent faire attention un peu à ce qu'ils te le disent. D'ailleurs, mais c'est quand même étonnant, mais je suis la maman qui recueille toutes les confidences de mes enfants. Et moi, ça m'étonne parce que je suis très sévère sur certains aspects de la vie. Moi, l'éducation, là, l'instruction, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Et mes enfants, Alexis a fait des choix que j'ai trouvés difficiles. C'est-à-dire qu'il a pas été au cégep ni à l'université. Bon. Tandis que les deux... Mais je respecte ça parce qu'il est quand même... C'est un jeune homme accompli. Je suis fière de lui, puis je le supporte. Les deux autres, surtout ma fille. Même mon fils aussi. Mais alors, Sacha est aux États-Unis. Il a obtenu une bourse comme joueur de soccer et il fait aussi un bac en finance. Dahlia, je ne vais pas nommer le collège, mais c'est un collège très réputé au Québec. Mais c'est drôle parce que je disais toujours à mes enfants, j'ai accouché de vous à Sainte-Justine, il y a une école juste en face. En ligne droite. Dahlia, elle a compris. Ça, c'est ta petite princesse. C'est ma princesse. Mais beaucoup plus la princesse de papa. Eh, mais mon Dieu. Mais moi, mes enfants, les 3, j'ai vraiment l'impression... C'est très prétentieux, en même temps, il faut être parent pour comprendre. Moi, j'ai donné naissance à Dieu. Les 3 enfants. Je les regarde avec tellement de fierté et d'admiration. Là. J'aurais pas pu faire mieux. J'imagine pour un enfant qui entend ça, c'est beau. Oui, mais c'est aussi beaucoup de pression. Oui, c'est ça, tu veux pas décevoir. Mais ils nous déçoivent jamais, nos enfants. Alors, ta mère t'a sécurisé au moment où tu en as eu de besoin. Oui, absolument. Et elle est toujours là. Ma mère, lorsque malheureusement, je suis en crise de bipolarité, le côté dépressif de la maladie, pas le côté maniaque. Elle s'en fait aussi du côté maniaque, mais du côté dépressif, ma mère ressent toute ma douleur et elle devient elle-même malade. Ma mère, ça a des répercussions physiques sur elle parce qu'elle se sent impuissante, donc elle ressent des maux physiques. Alors, de moins en moins... D'ailleurs, les crises sont de moins en moins répétitives et présentes, mais je ne lui confie pas tout. Tu la protèges. Bien sûr. Mais je vais la garder le plus longtemps possible. C'est ma mère. Non. En tout cas, on va saluer Maryse. Oui, qu'on aime d'amour. Moi, je vais te poser la question. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Aujourd'hui, à 51 ans? Oui. Une femme heureuse, indépendante, enfin, accomplie dans ma définition de l'accomplissement.
Moi, je suis pas une carriériste. Moi, j'ai jamais été carriériste. Ambitieuse à un certain point. Assumée. Dans l'acceptation totale. Épanouie. Apaisée. Soignée. Dans le sens physique, oui, parce que je suis très coquette, mais soignée mentalement. Je vis la meilleure période de ma vie. Et qu'est-ce qui t'a apporté à ce moment-ci de vivre cette belle période-là? 31 ans de psychanalyse. C'est ça, mais tu t'es pas... je pense que c'est important qu'on s'arrête là-dessus. Tu t'es pas laissé dépasser par la vague. T'as voulu naviguer à travers cette mer agitée, des fois, qui est ta vie. Oui. Parce que c'est ça aussi, la santé mentale. C'est des périodes agitées, des fois qu'on voit pas venir. Exact. Ça peut nous dépasser, ça peut nous ramener sur la rive, tu sais, un petit peu, comme on dirait, tu sais, l'expression est bizarre à dire, mais cul par-dessus tête. Oui, mais très bien, mais en même temps, ce que j'ai compris avec les années, c'est que lorsque je suis en crise, il y a toujours un élément déclencheur. Et ça, c'est ça que j'essaie de contrôler. Mais c'est ça que je suis vraiment contente que tu en parles parce que on peut faire quelque chose. Oui. Parce que j'imagine qu'en crise, des fois, tu dois oublier pendant que tu le vis. Mais je vais te donner des exemples. Oui. J'ai toujours eu de la difficulté à gérer mes finances. Je suis incapable. L'argent me brûle dans les mains, comme on dit. Peu importe les sommes que je réussis. Je suis pas capable d'économiser, puis je dépense, parce qu'il y a quelque chose qui m'apaise aussi. Et comme j'ai eu des périodes difficiles, maintenant que ça va beaucoup mieux, on dirait que je veux compenser par j'en ai pas eu, là j'en fais, c'est correct. Donc, j'ai pris la décision à un moment donné, il y a 6 ans de cela, de me faire gérer par une firme comptable. Tous mes revenus vont chez la comptable. Toutes mes dépenses sont gérées par la comptable. J'ai une allocation tous les mardis. Et cette allocation comprend l'épicerie, l'essence, l'argent de poche. Ça va, je ne suis pas à plaindre, là. Mais si je vois un nouveau sac Louis Vuitton et que j'appelle Julie, ma comptable, je fais Julie, je suis devant Louis Vuitton, j'entends parce que Julie a déjà raccroché. Mais au début, comment tu as vécu ça? Oh mon Dieu, très difficilement. Oui. Mais il y a eu aussi des moments, lorsque j'étais gérée par Julie, il y a eu des moments de vache maigre. Moi, j'ai divorcé 2 fois, j'ai rien demandé à mes ex-maris. Et Julie me disait, je ne te laisserai jamais sans nourriture ni sans argent pour mettre de l'essence dans ta voiture. Jamais. Elle a respecté son mot. Donc, il y a une relation de confiance. Moi, je suis quelqu'un de très loyal. C'est pour ça que je ne pardonne pas la trahison. Et maintenant que ça va bien, j'ai une confiance absolue en elle. Et aussi, c'est parce que je vois tout. Je vois les dépôts, je vois les retraits. Mais en même temps, ça doit te sécuriser, ça. Absolument. Et je vois ça un peu comme mes antidépresseurs. Je vais être gérée toute ma vie. C'est très correct. Ben oui, mais ça, en même temps, tu vois ce que ton travail te rapporte et t'es pas... Parce que, tu sais, quand l'argent nous glisse entre les mains, c'est qu'on est toujours comme au même endroit. Ben oui, puis c'est angoissant, ben ça. Oui. C'est angoissant. Mais ça fait en sorte que... en ce moment, j'ai besoin... Parce que je sors d'une crise il y a 3 semaines. J'ai besoin de me reposer, de me ressourcer. Et moi, ma façon de le faire, c'est de prendre l'avion et aller aux Antilles. Avant... Je te dirais, j'aurais fait comme, oh my God, où est-ce que je vais trouver le fric? Et là, c'est Julie, il faut que je parte. Et Julie me dit, oui, il n'y a pas de problème, tu veux partir quand? Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien. C'est que tu as travaillé pour. Exact. Et l'argent est là. Oui. Mais là, tu dis que tu as eu une crise il y a 3 semaines. Oui. Comment tu sais quand ça ne va pas aller? Alors, cette dernière crise, je n'avais pas eu de crise depuis quand même quelques années. Alors, ma fille a eu 18 ans. Le jour de son anniversaire, mon fils cadet, qui étudiait aux États-Unis et qui était venu passer 3 semaines, retournait aux États-Unis. Donc, ça faisait... Ma fille devient... Alors, mon bébé devenait une adulte. Choc. Le cadet qui retourne. Choc. J'ai reçu beaucoup durant le temps des fêtes. J'étais épuisée. J'étais fatiguée. Je déteste le mois de janvier. C'est triste, c'est sombre, fait froid. C'est moche, j'aime pas la neige, j'aime pas le froid.
Je le savais que ça s'en venait. Mais la meilleure personne, la personne qui se rend compte le plus rapidement, c'est mon ex-mari, Daniel. On est très proches, Daniel et moi. Il est devenu mon meilleur ami. C'est l'homme que j'ai le plus aimé dans ma vie. C'est quand même intéressant, hein? Oui. Quelqu'un qu'on a énormément aimé. Et je me disais, il y a eu des moments où je l'aimais plus que je m'aimais moi-même. Et qu'aujourd'hui, je suis complètement détachée sur le plan romantique et que cet homme-là est devenu mon meilleur ami. C'est la personne, après Maryse, sur laquelle je peux compter n'importe quand, pour n'importe quoi. Daniel répond toujours présent. Toujours. Daniel, viens réparer mon bol de toilette. Daniel, il faudrait que j'aille faire ceci. Daniel, ma cour. Ah, Daniel, ma mère a besoin de toi. Oui. Daniel ne dit jamais non. Jamais. Jamais. Jamais de chez jamais, comme disent les Français. Jamais. Et toi, tu dois toujours être là aussi? Oui, mais il n'a pas besoin de moi tant que ça, lui. Il y a moins de demandes. Il y a moins de demandes. Donc, lui, il reconnaît les signaux. Il le voit dans mon regard, il me dit. Il le voit dans mon regard. Ou dans le timbre de ma voix. Il le voit. Il me dit, il m'appelle Vard. Il dit, Vard, ça va pas, là, je sens que ça s'en vient. Et lorsqu'il me le dit, je m'énerve. Je dis, t'es pas devin, qu'est-ce que t'en sais? J'en sais que ça fait 22 ans que je te connais. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Mon ciel ensoleillé s'assombrit complètement. Et là, je broie des idées noires. Je m'isole. Je pense au suicide. Fraction de seconde. Mais je sais que ça prend aussi une fraction de seconde pour passer à l'acte. J'ai 3 enfants, Marie-Claude. Et je me dis, c'est hyper égoïste, mais je me dis, ah non, c'est pas vrai qu'il y a une autre femme qui va habiller ma fille lorsqu'elle va se marier, qui va être là pour sa première peine d'amour. C'est pas vrai qu'il y a une autre femme qui va bercer mes petits-enfants. Non. Et c'est ce qui te tient. Oui, mes enfants. Mais en même temps, je le dis et je fais attention parce que mes enfants n'ont pas apporté ce fardeau-là de dire ma mère ne passe pas à l'acte parce que... Non, j'ai pas à leur faire subir ça, mais en même temps, c'est ce qui me ramène. Mais donc, les idées noires arrivent rapidement. Tu changes vite d'état d'esprit. Puis tes idées noires, oui. Est-ce que c'est dans le but d'arrêter de souffrir? Oui, et puis c'est toute l'image que j'ai de moi-même, tout ce qui est positif disparaît. Je deviens tout le contraire. J'en vaux pas la peine. Je suis conne. Je suis laide. Je sers à rien. Les gens ne m'aiment pas. Je suis un fardeau. Je dois disparaître. Et ce mal-être que je ressens devient insupportable, même au niveau physique. Parce que là, j'ai des palpitations. Je peux perdre 10 livres en une semaine. Parce que là, je me nourris plus. Je ne dors plus. Je suis hyper agitée. Ou, ensuite, je tombe dans la phase complètement inverse. Je peux dormir 14 heures. Je reste dans mon lit. Je me lave pas. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui prend quand même sa douche des fois 2-3 fois par jour. Oui, tu es absolument très, très coquette. Oui. Hein? Oui. Et là, ça part. Je tombe dans un état second. C'est comme si mon cerveau est déconnecté. Ça fonctionne plus, là. Et comment tu arrives à te reconnecter? 3 personnes. Daniel, mon ex-mari, Nathalie Pital, mon agente, Dr Desrosiers, mon psychiatre. Je les appelle, je commence par Lord, c'est Dr Desrosiers. Lorsque j'arrive pas à le joindre, Nathalie. Ensuite, Daniel. Ça, ce sont mes repères. Donc, la psychiatrie, c'est la médication. Et la psychothérapie. Et ça t'aide rapidement? Dr Desrosiers, il me parle pendant une demi-heure et déjà là, ça va mieux. Mais il est... On a un problème au Québec. Hein? Il manque de ressources. L'accessibilité aux ressources en santé mentale. Moi, j'ai un grand privilège qui ne devrait pas être un privilège, mais tout le monde devrait y avoir accès. C'est, je peux contacter mon psychiatre n'importe quand. Moi, j'appelle mon psychiatre le dimanche, le samedi soir. Puis qu'est-ce que tu as besoin d'entendre de ton psychiatre? Sa voix. Ça te ramène. Ça me rassure. Te rassure. Et là, les bons mots, c'est la personne qui me connaît le plus. Je pense qu'il me connaît mieux que moi-même. C'est quand même 31 ans là, de collaboration. Est-ce que c'est comme un handicap dans ta vie?
De moins en moins. Ouais, c'est ça, je me dis, comment tu décris cet enjeu de santé mentale-là? Alors, je considère que mes 2 troubles de santé mentale sont des colocataires. Je ne dis plus je suis bipolaire. Je dis je souffre du trouble bipolaire parce que ça ne définit pas uniquement qui je suis. Je ne suis pas toujours en crise bipolaire. Donc, ce sont des colocataires indésirables parfois. Envahissant, mais qui me servent aussi. Parce qu'en crise maniaque, je suis extrêmement productive. Je peux écrire un livre en 4 mois. Mon esprit devient vif, les idées se bousculent. J'ai jamais consommé de drogue de ma vie, moi. Jamais. Mais dans l'état d'esprit dans lequel je me retrouve, dans ces moments-là, on peut les comparer à quelqu'un qui consomme la cocaïne. Ça va vite, ça fonctionne vite, ça va bien. Je suis de bonne humeur, je vais bien. Trop. Donc, la chute est aussi vertigineuse. Parce que l'ascension est fulgurante, la chute est vertigineuse. C'est 2 extrêmes, bipolaires. Les 2 pôles. Je l'aime, ma maladie. Je ne changerai pas les choses maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je peux dire ça, mais longtemps, je me suis dit, mais ça doit être vraiment cool d'être normal. Mon psychiatre me répond, Madame Étienne, la normalité n'existe pas. Oui, je comprends, mais ça doit être cool de ne pas vivre avec des enjeux de santé mentale. J'aimerais ça vivre ça au moins une fois dans ma vie. Ça n'arrivera jamais. Il faut faire avec. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu fais pas, justement, parce que tu dis ça pourrait te déclencher, ça pourrait empirer? Consommer de la drogue? Bon, c'est vrai que ça ne m'attire pas au départ. Tout ce qui est herbe, je ne supporte pas l'odeur. La cocaïne, je me dis, ça, c'est des sacs Louis Vuitton que je pourrais acheter. Faut mettre de l'humour. Mais oui, mais c'est toi en même temps. Parce l'alcool que, aussi. Mais tu réussis à cohabiter. Oui, ce sont des colocataires. Mais c'est des colocataires. Est-ce qu'ils se présentent tout en même temps? Non, pas nécessairement. C'est-à-dire, est-ce que le trouble de personnalité limite... Il est plus fort que le trouble bipolaire. C'est ça, lui... Parce que ça se soigne pas avec une médication. C'est certaines thérapies. Il y a différentes thérapies. Moi, ça fait 31 ans que j'essaie de m'en débarrasser. Est-ce que les pensées suicidaires doivent être liées aussi à ça? Parce que les troubles de personnalité limite, les pensées suicidaires en font partie beaucoup dans ce trouble de personnalité limite. Moi, je l'associe plus au trouble bipolaire, ça. Ben, écoute, c'est toi qui es un psychiatre. Mais j'en ai, tu sais, souvent, j'ai lu, j'en ai parlé avec des psychiatres, puis c'est souvent les gens qui sont habités par les troubles de personnalité limite arrivent rapidement à cette fin de souffrance. En tout cas, ils pensent à cette fin de souffrance. Oui, j'y crois. Mais je préfère ne pas y penser. Je sais que ça peut arriver. Je suis consciente, surtout lorsque... Moi, je lis beaucoup de trucs sur la psychologie et la psychiatrie. Et lorsqu'on tombe dans les statistiques, que ça me fait peur. Il y a un nombre X, il y a un pourcentage X de gens qui souffrent de soit du trouble bipolaire ou du trouble de personnalité limite qui se suicident. Je suis comme, non, moi, je ne veux pas faire partie des statistiques. Non. Mais je fais tout pour pas que ça arrive. Tout. Le regard des autres. T'en fous. Tu t'en fous. Ça ne m'affecte plus. Ça t'a déjà affecté? Oui. C'est pas le regard des autres maintenant qui me dérange. C'est la satisfaction de mes employeurs et de mes collaborateurs. Ça, c'est important pour moi. D'avoir un bon nom, d'être considérée comme quelqu'un qui est rigoureuse, qui est ponctuelle, qui est respectueuse et qui livre ce qu'elle doit livrer. On est payé quand même pas pire là, pour faire le boulot qu'on fait. Bon, on n'est pas aux États-Unis, mais quand même. Mais ce que les gens pensent de mon apparence, de mon tempérament, de mon mode de vie, je m'en tape royalement. C'est ma vie. Moi, je vis dans la légalité. On vit en société, je respecte les règles qui nous sont imposées. Le reste, ça m'appartient. Je suis trop bien avec ma... J'entends de la liberté quand tu dis ça. Je te sens libre. Oh, mon Dieu, tellement. C'est ça le mot que je cherchais. Merci, Marie-Claude. Je suis libre enfin. J'ai été prisonnière longtemps de mon apparence, de la perception des autres. Je m'en fous. Parce que je suis tellement rendue bien. Ça a pris des années. Tu trouves? Moi, je te trouve, même quand tu es arrivée dans le studio, je t'ai trouvé resplendissante. Je t'aime. Merci. Non, mais tu as de l'air bien. Ben, je le suis. Ça a pris beaucoup de travail, mais je le suis.
Enfin. Puis t'es toute jeune. Oui, 51 ans. Tu sais, t'es bien à 51 ans. Enfin, il y en a qui ne le sont pas toute leur vie. Tu imagines, il y en a qui courent après le bonheur toute leur vie. C'est une quête. tristesse. Mais pour plusieurs, c'est vraiment une quête. Oui, je sais. De trouver cet état-là où on peut dire... On ne sait pas combien de temps ça dure, mais le temps que ça dure, on le sait. Tu sais, quand on est capable de l'apprécier quand c'est là... l'apprécier. Et de ne pas se dire dans 5 ans, si j'avais su il y a 5 ans, j'étais bien, mais je le savourais pas. Tu imagines vivre avec des regrets, Marie-Claude? Pour moi, c'est ça l'enfer sur Terre, vivre avec des regrets. Et je souhaite à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, je vous souhaite que du bonheur. Je ne peux rien te souhaiter de plus. Mais le bonheur, le vrai, là, pas ce qu'on accumule en termes d'objets ou de richesse, de regarder son compte de banque. Oui, ça nous prend un coussin. Oui, ça nous prend apporte un bonheur très qui s'effrite rapidement. Oui, complètement. T'sais. Mais un bonheur qui reste. Un bonheur qui est réel. Puis à chacun son bonheur, hein. Mm-hmm. Je veux dire, mon bonheur ne correspond peut-être pas au tien ou ceux des autres, mais moi, le mien, je commence à y accéder quand même. Wow! Oui. C'est beau d'entendre ça. Merci. T'es prête à passer au niveau jaune? Oui, madame. Alors, tu vas piger, tu vas brasser et tu vas me donner 3 cartes. Ça va être la même chose. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une, je vais en choisir une. C'est très profond, tout ce que tu dis. Merci. Non, mais on le voit que, tu sais, que tu as travaillé, en fait, tu t'es attardé à toi. Oui, et je continue de le faire. Tu prends le temps pour toi. Oui. Sinon, je vais sombrer, j'ai pas le choix. Mais c'est ça que je trouve fort, parce que c'est pas tout le monde qui va aller aussi loin, qui va se questionner, puis qui va aussi tu prends ta médication. Oui, religieusement. Tu sais, bon, ça aussi, c'est des enjeux. Des fois, quand ça va bien, on a tendance à s'arrêter. Exact. Mais moi, je suis bipolaire type 2. Donc, si je ne prends pas mes médicaments 48 heures, tout de suite, je sens les effets. Je peux pas me permettre ça. Quand même, hein? T'as des colocs quand même qui prennent de la place. Oui. Alors, voilà les questions. Quelle rencontre a fait une différence dans ta vie? Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter? Quel type d'amoureuse es-tu? Daniel, le père de mes enfants, ma plus belle rencontre. Ah oui? Parce que on a échoué notre mariage, mais réussi avec brio notre divorce. Mais quand tu l'as rencontré... Oui. Je savais. Qu'est-ce que tu as aimé de cet homme-là? Tout. Un, son apparence physique. 2, son sens de l'humour. C'est un homme brillant. Il est brillant. Et c'est un Roger Bontemps, Daniel. Daniel, OK, let's go. OK, on va. Il est très actif. Moi, des fois, je suis comme... Mais ça fait en sorte que, souffrant de 2 troubles de santé mentale, je le répète encore une fois, il a été, est et sera toujours le rock de mes enfants. Moi, j'ai des enfants curieux, allumés, à l'écoute. Ce sont de beaux enfants. En plus, physiquement, ils sont magnifiques. Mais je savais à la seconde où je m'étais assise à ce fameux bar sur la rue Saint-Laurent, j'ai fait, non, ce gars-là, c'est l'homme de ma vie. Je le pense encore que c'est l'homme de ma vie, mais pas au point de vue amoureux. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché au point de vue amoureux? Ça, par respect pour Daniel. Tu vas garder ça pour toi? Oui. OK. Oui. Mais parce que c'est quand même, tu sais, l'homme de ta vie. Et est-ce que lui, il aurait fait sa vie? Il n'aurait pas eu d'enfant, il m'a dit. Et Daniel adore les enfants. Si c'était pas de moi, il n'aurait pas eu d'enfant. Et il adore les enfants. Très, très bon avec les enfants. Oui. Puis est-ce que tu peux quand même le voir, même si lui, je sais pas s'il aurait fait sa vie avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, mais que je ne considère pas... c'est très égoïste ce que je vais dire, mais elle n'est pas une obstacle dans ma vie. Elle ne l'a jamais été. Je pense jamais à elle. Parce que votre relation est ailleurs. Mais parce que je le vois plus souvent qu'elle. Et je dis pas ça en termes de rivalité, hein, mais il y a la proximité. C'est-à-dire, Daniel habite à 15 minutes de chez moi. Déjà, il y a une proximité. Il y a toutes les valeurs familiales qu'on partage. Il est très impliqué, mais aussi avec les membres de ma famille, donc ma mère, mes tantes, mes cousines, mes cousins. Nous, le running gag, c'est on fait juste pas coucher ensemble, mais on fait tout le reste ensemble. Donc, c'est ça qui est génial, parce que nos enfants n'ont jamais pu nous manipuler. Genre, ah oui, mais maman, non, c'est parce que maman a dit oui. Non, j'ai pas dit oui, mais comment tu dis? Parce que ton père et moi, on se parle tous les jours.
Donc, ils peuvent jamais nous bypasser, excusez-moi l'anglicisme. puis d'avoir les mêmes valeurs aussi, c'est très important dans la façon dont on élève nos enfants, dont on veut que nos enfants réussissent. Et ils vont réussir parce qu'ils ont une maman, mais ils ont aussi un papa qui est très... Et qu'est-ce qu'il t'apporte à toi? Une sécurité. Parce que je sais qu'il sera toujours là. Et l'inverse est aussi vrai. Je ferais n'importe quoi pour cet homme-là. N'importe quoi. Puis lui, il t'a vu dans toutes les phases de ta vie. C'était un divorce extrêmement compliqué et sale. Qui aurait cru? Il t'a connu sous toutes tes formes. Le pauvre. Toutes tes angles. Le pauvre. Mais il voyait quelque chose en toi. Tu sais? Oui, et Daniel fait partie d'un de mes plus grands fans. C'est ça, lui, il a compris quelque chose que... Oui. C'est comme toi, peut-être ça a été plus long de te sculpter que lui, ce qu'il voyait déjà. Oui, il voyait déjà comme la pépite à travers tout ça. Oui. Il voyait déjà ce que ça allait te donner. Exact. Il voyait ton cœur. Oui. On s'entend très, très bien aujourd'hui. La preuve, on part en vacances avec la petite dans 3 semaines. T'as l'air bien, en tout cas, quand tu parles de lui. Et tu sais ce que ça fait aussi, Marie-Claude, si tu me permets cette courte parenthèse? C'est que ça fait des enfants équilibrés et heureux. Moi, je me suis mariée 2 fois. Lorsque j'ai divorcé de mon deuxième mari, mes enfants n'étaient pas comme « Oh my God, c'est la fin du monde. OK, maman perd un amoureux. » Mais nous, on a un père. Donc, il n'y a pas eu un manque à combler. Oui, parce que, tu sais, dans plusieurs cas, quand il y a une séparation... Une famille reconstituée aussi. Oui, puis c'est pas toujours facile pour les enfants qui font pas ce choix-là. Exact. Mais qui en ont des conséquences. Donc, j'aime toujours quand on étale aussi quand ça va bien. Parce que oui, ça peut bien aller. Absolument. Parce que, tu sais, il y a des gens qui hésitent à se séparer aussi. Oui. Parce que bon, ils ont peur, mais ça peut bien aller. Absolument. Et je tiens à dire aussi que mes 2 ex-maris se sont toujours très bien entendus. À l'époque où j'étais mariée avec mon deuxième mari, Marie, tu aurais pu venir chez moi et Marie numéro 2 fait à manger. Marie numéro 1, qui est Daniel, met la table. On s'assoit, tout le monde mange, tout le monde parle. Noël, tout le monde est là. Wow! Mais vraiment, Daniel, c'est un âme sœur. Oui, mais sans... Non, mais voilà. On peut avoir des âmes sœurs. C'est mon âme sœur. C'est ça. Oui, c'est mon âme sœur, Daniel. Sans aucun doute, c'est mon âme sœur. Mais quel type d'amoureuse es-tu? On va prendre cette question-là. Très investie, très romantique. Moi, je me vois... c'est tellement quétaine de dire ça, mais... Tu sais, moi, les livres de Daniel Steele, j'en ai lu plein, là, dans ma tu sais, lorsque j'étais adolescente, puis je croyais au prince charmant. Moi, je crois au coup de foudre. Moi, je crois que je suis une amoureuse très démonstrative. Moi, je suis très affectueuse lorsque j'aime. Mais je peux être aussi pitoyable lorsque j'aime plus. Non, je reprends. Lorsqu'on me fait du mal. Parce que je m'investis tellement que je n'accepte pas... Et puis, je n'accepte pas d'éprouver de la peine, mais au-delà de ça, c'est tout mon côté TPL qui embarque. Donc, le rejet et l'abandon, ça me tue. Donc, je laisse, moi, avant de me faire laisser. Parce que tu veux pas être rejeté. Donc, je laisse tout le temps. Donc, c'est pas facile. Non, mais c'est de mieux en mieux. Parce que là, je suis célibataire depuis 3 ans. Jamais, au grand jamais. Si tu m'avais dit ça, Marie, il y a 5 ans, pardon, tu vas être seule pendant 3 ans. J'en dis jamais, impossible. 3 ans, et je vis très bien. Est-ce que je cherche un amoureux? Absolument. Est-ce que ça, c'est ce qui va... est-ce que c'est nécessaire à mon bonheur? Non. Mais est-ce que tu fais des choses pour trouver un amoureux? Oui. Oui. Quel type d'amoureux tu cherches? Moi, je suis hyper sapiosexuelle. Je déteste les hommes, mais je déteste. C'est un gros mot, détester, c'est fort. J'ai pas une attirance envers les hommes qui ont une plastique parfaite. Oh, que je trouve ça lourd. Tu sais, monsieur qui s'entraîne 6 fois par semaine. C'est exigeant. Tu sais, je veux pas un homme plus coquet que moi. Tu peux pas passer plus de temps que moi dans la salle de bain pour t'arranger. Un petit peu de bourrelet, j'haïs pas ça, moi. Ouais, les poignées d'amour, t'aimes ça? J'aime ça. Mais un homme brillant. Pas de cheveux, de préférence. J'aime pas les cheveux.
Non, j'aime pas les cheveux. Je suis quasiment en train de le dessiner. Je pourrais être portraitiste avec les caractéristiques que tu nommes. On pourrait presque en sortir Mais des tu sais images. ce que j'ai fait? Je peux pas. Je vais te le dire, OK? Parce que moi, j'ai... Alors, j'ai payé à fort prix une agence. Pas une agence, pas une application, une agence de rencontre. Et ça, je me dis, cette personne-là, ces personnes-là vont faire tout le travail que j'ai pas le temps de faire. C'est-à-dire qu'ils vont scruter à la loupe et vraiment trouver quelqu'un qui va correspondre à tous les critères que je cherche. Ça prendra le temps que ça prendra. Avant, je me disais, oh, mais là... Parce que, écoute, je l'ai fait savoir, tu sais, mes amis, tout ça. À un moment donné, j'ai fait comme, attendez, la Varda, reviens-en, là, c'est pas la fin du monde. Et là, je mets ça... la vie va me mener où est-ce qu'elle doit me mener. Mais est-ce que tu souhaites un coup de foudre? Tu dis que, tu sais, dans le temps de Daniel Seal, quand tu lisais, ça, t'aimais les coups de foudre? Mais ça peut être souffrant, des coups de foudre. Ça peut être éphémère, des coups de foudre. Oui. Non, là, je cherche une stabilité. Mais sans devenir dépendante de l'autre. Mon Dieu, j'ai fait ça toute ma vie, être dépendante. C'est parce que là, tu n'en as pas besoin. Mais je fais tout pour pas... C'est ça, tu fais tout pour pas en avoir de besoin, c'est la différence. J'ai une relation égalitaire, Marie. Et pas de dépendance. Mais déjà, là, faut être sûr, c'est comme un état de vigilance avancé. Oui. Quand tu dis « je vais laisser l'autre » avant qu'il me D'être laisse. laissé. Donc, ça veut dire que tu observes tout, tu analyses tout. Je suis une hypersensible, moi. Et c'est lourd pour toi et Oui, c'est lourd pour l'autre aussi. Oui. Parce que tout peut être interprété différemment. Oui. Mais c'est la peur de souffrir. Mais tu sais, je me rappelle à l'époque... Bon, comme toi, je peux pas croire, je vais te mettre... C'est dur de te cacher les affaires, Marie-Claude, hein? C'est que t'es bonne. Mais je fais juste t'écouter. Mais non, mais il y a des gens pour qui, tu sais, avec qui tu te confies, puis ils sont dans l'ouverture. Moi, j'ai toujours eu des backups. Donc, tu as quelqu'un qui attendait. Tout le temps. Ou qui était déjà là. Les deux. Par peur d'être seule. Non, c'est que je cherchais toujours l'excellence. Mais pourquoi deux? C'est parce que tu disais, si lui répond pas... C'est parce que... Ou ça t'en prend deux pour te combler? Non, pas du tout. Non, c'est je pas suis ça. monogame. Non, c'est parce que je cherchais l'homme parfait. Et la perfection n'existe pas. Je ne suis pas parfaite. Comment je peux me permettre d'exiger à l'autre d'être parfait? Tu trouverais ça plate, non, la perfection? Tu vas pas lui l'apporter à la perfection? Mais ça n'existe pas, la Ben perfection. non. Je sais, c'est pour ça que c'est une quête sans fin. Exactement. Donc là, t'avais quelqu'un, puis tu cherchais la perfection. Parce que, je donne un exemple. Moi, la perfection, ou mon idéal, ce serait le mélange de mes deux ex-maris. Vraiment. C'est exactement ça que je cherche. Faut que je trouve mes deux ex-maris. En un. En un. Ça serait parfait. Fait que tu sais pas mal ce que tu veux. Oui! Et là, t'aurais pas de, entre guillemets, backup. À 51 ans, je veux pas de Non, backup. tu veux. Je suis brûlée, là. On s'entend, là? T'es brûlée, hein, 51 Mais est-ce que ans. l'aspect sexuel, c'est important pour toi? Oui, mais beaucoup moins qu'avant. Marie, je suis en ménopause à côté. T'es là-dedans, là. Oui, alors... Là, ça refroidit les ardeurs pour plusieurs. je vais le dire de manière très crue. Ouais. Alors, mon vagin est à Brossard, ma libido est au Texas ou en Amazonie, dépendamment de la période de l'année. Merci beaucoup. Ça vous êtes plus clair? Merci. Est-ce que c'est paniquant de se sentir comme ça? Non. Écoute, j'ai eu de très bonnes années, mettons. Oui, parce que ça a été plus présent. Oui, mais une petite pause, ça fait... Non, puis tu sais, maintenant, ce que je recherche... Oui, j'ai une compatibilité. Je veux trouver quelqu'un avec qui je suis compatible sexuellement, mais là, ce que je recherche d'abord et avant tout, c'est l'affection, la douceur, c'est les échanges. Parce qu'on s'entend qu'à 80, je veux dire, tu sais, c'est beaucoup plus difficile de se mettre à quatre pattes, là. Quatre pattes. Quatre pattes. On dirait que j'aime ça un peu te taquiner. Quatre pattes. Tu sais, tu le visualises comme tu veux, là. Je te laisse. Oui, hein, ton oui imagination. mais c'est parce que l'intimité, Oui, la vie c'est autre- sexuelle mais évolue avec les deux. Là, c'est- Puis l'intimité, ce n'est pas nécessairement uniquement que des rapports sexuels. Non, exactement. C'est la complicité, c'est mais les tu échanges. fais juste avec cette personne-là.
Oui. Ah oui. C'est que tu partages ça avec une personne, ça devient ton intimité. J'ai pas envie de me donner à 2 personnes. Et c'est pour ça que maintenant, il me serait impossible d'avoir une histoire d'un soir. Impossible. Non, parce que je veux être amoureuse de quelqu'un. Mais c'est des grands changements. Oui. Tellement contente, en plus. Ah non, je suis complètement ailleurs, Marie. Complètement ailleurs. La ménopause te transforme. Oui, mais j'ai hâte qu'elle foute le camp aussi. As-tu des chaleurs? Ah! Arrête. C'est quoi tes symptômes de ménopause? Alors, je donne un exemple. Je dors la nuit avec un ventilateur silencieux, parce que je suis très sensible au bruit, la fenêtre ouverte, et lorsque ma fille n'est pas à la maison, là, je fous l'air climatisé. Moi, je dors à 17 degrés dans la maison. Et c'était pas ça avant? Non, moi, je suis de nature hyper frileuse. 17 degrés. Ton caractère. Nu. En plus? Ah! Dans un leaking. Toute seule dans ton... Dans mon leaking. OK, c'est fait que si... Avec mon chien qui me regarde, qui est comme... C'est petite folle. Est-ce que ton caractère a changé aussi? Es-tu plus impatiente? Je l'étais avant. Mais ça, c'est l'âge qui m'a assagi. Mais des fois, la ménopause, ça... Oui. Il y a des petits pics, là, de... Oui. Mes symptômes de ménopause ressemblent étrangement à mes symptômes de lorsque je suis en crise de bipolarité. Donc, je les compare. Oui, parce qu'on dirait qu'il y a des moments, là, il y a comme quelqu'un qui prend possession de nous, puis ça se manifeste pas toujours comme on aurait voulu que ça se manifeste. Les femmes, les femmes, on l'a pas facile. Je veux dire, les hormones nous gèrent quand même beaucoup dans notre vie. Et très jeunes. Et très jeunes. Dès les menstruations. Oui, ça arrive très, très tôt. Oh, Jacques, ça passe. Dieu est grand. Mais moi, ça passe. Ça passe, Marie? Moi, ça a passé. Arrête, combien de temps? Oui. Moi, j'ai été rapidement en périménopause, là, en préménopause. Moi, je dirais que ça a duré 3 ans. Tu sais, de prise de possession de quelque chose que je comprenais pas. Tu as pris des hormones bio. J'ai rien pris du tout. Je sais pas pourquoi j'ai rien pris. Je me pose encore la question. Ouais. On dirait que je savais beaucoup. Je me disais, à un moment donné, en plus, je recevais des gynécologues. Je me disais, oui, je vais aller vous voir. Mais finalement, j'ai pas le temps, je vais y aller. Finalement, ça a passé. Oui. Mais je pense pas qu'on est obligé de passer à travers tout ça de cette façon-là. Mais moi, j'ai essayé de prendre des hormones et malheureusement, c'est pas compatible avec ma médication pour soigner ma bipolarité. C'était l'horreur. Ça a provoqué des grandes crises de manie chez moi. Mon psychiatre a fait, non. Là. Moi, le mélange chimique. Puis là, tu prends rien? Non, mais j'attends que ça passe. Parce que ça va passer. Mais ça passe, là. Et c'est par période aussi, hein. Marie, là, j'ai recommencé avec les bouffées de chaleur, mais j'ai été des mois sans en avoir. Ça va passer. Il y a pire en vie. Oui, mais il faut au moins savoir que c'est ça. Exact. Je vais juste donner un exemple. Moi, tu sais, quand je me levais, puis je suis encore de même, là, on dirait que je suis comme un peu un Bambi qui vient au monde, les premiers pas. On dirait qu'il faut que je me réaligne. Tu comprends, très là? Bien. Les premiers pas, tu sais, j'espère qu'il y a personne. Ben, des fois, je débarque de ma voiture, tabarouette. Oui. Là, ça ressente, là, je repasse un air d'aller. Oui. Puis, tu sais, ben des fois, je me suis dit, mais coudonc, j'ai-tu une maladie, tu sais, dégénérative? Et un jour, je reçois, on fait un spécial à 2 filles le matin sur la ménopause, Maude Guérin, là. Oui. Et Maude Guérin dit, moi, j'ai longtemps cru que j'avais le cancer des os. J'étais allée voir le médecin pour me faire dire que c'était la ménopause. Tu crois? Le fait qu'on produit moins de je sais pas quelle hormone, les os nous font mal, c'est plus dur de... Et là, elle décrivait exactement ce que j'avais. Donc, il faut en parler parce que des symptômes Absolument. comme ça, on parle des chaleurs, des sauts d'humeur, la difficulté de sommeil, ça, c'est vraiment l'insomnie. Je veux dire, la difficulté avec le sommeil. C'est terrible. C'est vraiment une caractéristique importante qui a une influence aussi sur nos humeurs. Qui a un impact. Je veux dire, il n'y a rien de pire que de manquer de... Oui, et puis là, on épaissit du torse. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Oui. Mais les os, je l'avais jamais entendu. Donc, tu sais, le fait qu'on produise plus de collagène, je pense que ça a vraiment un impact. Il y a peut-être quelqu'un qui va rire de moi en disant ça, mais il me semble que le collagène venait interférer là-dedans. Mais c'est bon d'en parler. Toutes les fois. Mais tu sais quoi, Marie? Moi, je me suis jamais sentie aussi belle physiquement que maintenant. Parce que c'est l'assurance. Oui, mais... Puis l'acceptation, qu'est-ce que je fasse? Mais... Tu sais, mes vergetures, là. Moi, je suis vergeturée, zébrée. Mais tu les montes, tes vergetures. Mais j'espère. Mais moi, j'aime te voir. Parce que ça pour les femmes, de voir quelqu'un... Parce qu'on, tu sais, à la télé, dans l'univers médiatique, on plastifie beaucoup les choses. Malheureusement. Et quand on voit quelque chose qui est comme nous, tu dis,
ça enlève comme une bûche des fois de gêne, de honte, de pudeur, d'estime. De soi. Mais tu vois, c'est drôle parce que moi, alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a celles qui sont contentes et qui me considèrent comme étant, pas une icône, c'est fort icône, mais un exemple, un modèle à suivre. Et t'as les autres qui me disent, ben, à l'âge que t'as, pourquoi tu t'exhibes de même? Ah oui, ça aussi, moi, j'ai les femmes, je t'apprends rien. Les femmes. Non, je sais. Les femmes. Mais, tu sais, moi, dans des cas, parce que ça arrive souvent, tu sais, qu'on polarise quand on est dans la place publique. Oui. Moi, j'ai toujours envie de m'adresser à celles qui répondent présentes. Ben voilà, moi aussi. Puis je me souviens, moi-même, j'ai des amis dans le milieu artistique. Puis je me souviens, il y en a une, à un moment donné, elle s'était fait attaquer sur quelque chose, puis elle voulait faire une entrevue pour répondre à ces gens-là. Mais je dis, quand tu t'es demandé en entrevue, parle à ceux qui sont là et qui adhèrent à ce que tu dis, additionne des gens, mais va pas répondre à ceux-là parce que les autres vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y en aura toujours de ces gens-là qui seront pas d'accord. Fait est-ce qu'on s'empêche d'avancer? Mais alors moi, c'est ça. Moi, je suis capable de faire la balance, là. Puis tu vois le bien que tu fais. Ben oui, je le vois dans... Tu sais, les autres, tu leur fais pas de mal. C'est juste qu'ils donnent leurs commentaires, mais entre pas faire de mal, mais du chiolage et faire du bien. Tu sais ce que j'ai changé, Marie-Claude? Moi, je suis très solidaire aux autres femmes. Quand je vois quelque chose qui me déplaît sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, j'ai quasiment délaissé à 95% Facebook parce que j'ai pas envie de rentrer dans des débats, ça me tente pas. Puis des fois, j'ai pas beaucoup de tact et de diplomatie, donc j'essaie d'éviter ça. Je suis très présente sur Instagram. Quand je vois quelqu'un, là, une image, ou quelqu'un qui prend position, qui va à l'encontre de mes propres valeurs, ça va donner quoi de lui dire? Rien. Donc, moi, je ne dénigre jamais les autres femmes. Jamais. Jamais. Ça donne quoi? Ça donne rien. Quelle perte de temps. T'imagines l'énergie que tu mets sur « je te trouve pas cute, j'aime pas ce que tu portes, Who cares? Elle le fait pas pour toi. Je suis qui, moi, pour te dire, Marie-Claude, tes cheveux sont babos, ton poids me dérange? Je suis qui? Who cares? Change de poste. Puis l'autre truc aussi que j'ai... Tu sais, le bouton bloc, là, il n'a pas été inventé pour rien. Moi, j'ai le bouton bloc rapide. Ah, moi aussi, maintenant. C'est drôle, hein? J'osais pas bloquer les gens. Bloc. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est un peu comme si tu fais rentrer des gens chez vous. Désirable. Tu les mettrais dehors? Ben oui, juste dans le fond. Bloc. On bloque. Tu leur Puis moi, quand les gens m'écrivent des fois des choses, je dis, ben, merci de me suivre. Parce que je me dis, tu m'as toujours bien regardé pour savoir tout ça. Ben, d'autant en désaccord. Et n'oublie pas, Marie, c'est que ces gens-là qui perdent leur temps, là, parce que le temps, c'est précieux, à t'écrire des commentaires disgracieux ou qui veulent t'insulter. Tu imagines comment ces gens-là ne sont pas bien dans leur peau? Parce que moi, c'est ce que je me dis, mais je dis, à quel point t'es malheureux ou malheureuse pour prendre ton temps de m'écrire. Des fois, c'est des longs paragraphes. Je dis, oh, Seigneur, c'est de la pitié. Ah, je sais. De la pitié, se fait. Mais bon, mais bloquer, là, c'est... Bloc! Ça fait du bien. Oui. Puis en même temps, ça montre qu'on est chez nous. Tu sais, c'est notre page. Exact. C'est nos affaires. Alors, tu m'en donnes 3, les rouges, et tu en choisis une. J'en choisirai pas dans les rouges. OK, je t'en donne 3, c'est ça? Oui, tu m'en donnes 3. OK. À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? As-tu l'impression que tu as déjà été sous-estimé? As-tu l'impression que tu as déjà été sous-estimé? Oui, mais en même temps, j'en suis responsable. Parce que je me souviens, lors de mes débuts à Musique Plus, mon patron de l'époque, qui était Pierre Marchand, m'avait dit, « Varda, tu ne peux pas te contenter de surfer sur ton talent. Il faut que tu travailles aussi. » Et j'ai longtemps surfé sur mon talent. Et je pense aussi que lorsque j'ai... avant d'avouer... Non, c'est pas avouer, c'est pas... Mais avant de partager une partie de mon intimité, c'est-à-dire de mes problèmes de santé mentale, j'ai rendu la vie difficile à beaucoup de gens. Et donc ça a un peu terni beaucoup ma réputation. Et aussi, ça a mis en veilleuse le talent que je considère avoir. Et je dis ça avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Parce que les gens se disaient « Ah, il y a trop de troubles. » Mais j'avais goût de dire «
Oui, mais c'est parce que je souffre d'une maladie. Ça n'excuse pas tout, hein, les comportements que j'ai eus. Je n'essaie pas de de banaliser ce que j'ai fait vivre à certaines personnes. Mais en même temps, il y avait quand même un talent. Parce que, tu sais, Marie, ça fait quand même 27 ans que je suis dans ce milieu-là. J'ai toujours travaillé. Et puis pour toujours être là, ça prend du talent. Sinon, tu serais plus là. Ça prend du talent. Il faut aussi que les gens... Puis beaucoup d'ego. Ben oui, ça prend... Mais l'ego, c'est ce qui nous tient aussi. Ben absolument. Tu sais, on magane pas mal l'ego. Oui, que c'est bien dit, ça. Mais l'ego est essentiel. Absolument. Il y a des périodes, je pense, où l'ego est plus nourri, où on a l'impression qu'on est plus en équilibre. L'ego a moins besoin de prendre une place démesurée. Mais on a un ego, parce que sans ego, on s'écrase. Marie, si tu me permets, parce que là, je réfléchissais à la question, si je peux me permettre de donner une autre réponse. La période où je me suis sentie le plus sous-estimée, c'est lorsque j'ai eu mon fils et que les membres de ma famille et de mon entourage me disaient « Oh mon Dieu, là, tu es condamné à vivre dans un HLM sur l'aide sociale. » Et j'ai fait « Ah non. » Je veux dire, moi, j'étais une élève brillante à l'école, pardon. C'était hors de question que je gaspille cette intelligence que je considère comme un cadeau de la vie. Donc, je me suis dit, non, je vais aller à l'université, je vais terminer, je vais graduer. Et le souvenir que j'ai de ça, c'est Sophie Grégoire Trudeau. Parce qu'on a fait notre bac ensemble. Et c'est drôle parce que je fais une parenthèse sur Sophie que j'aime beaucoup. Parce que Sophie Grégoire, qui n'était pas Trudeau à l'époque, était la même qu'aujourd'hui. C'est pas un personnage, là. C'est pas une caricature. Toujours été gentille, généreuse. Et je me souvenais, elle me disait, « Ah, t'as un enfant, ben je vais prendre les notes à ta place puis je vais venir te les amener. » Ça a toujours été comme ça, très beau. Elle a fait ouverte. Puis bienveillante. Ouais. Et je me rappelle à l'époque, je disais, on avait 20 ans, je disais, Sophie, toi, tu vas finir avec un président de pays. Tu pensais ça déjà? Ah oui, oui. Sophie est très proper, là. Gentille, jolie, respectueuse, à sa place. Il n'y a rien qui dépasse avec Sophie. C'est ce que je croyais. Et lorsqu'elle a avoué publiquement de souffrir d'un trouble de boulimie, j'ai fait « Oh non, pas ma Soso. » Parce que c'est ça, là. Tu sais, quand tu as une image, c'est pas ce qu'elle voulait refléter, mais c'était la perception que les gens pouvaient avoir d'elle pendant longtemps. Donc, Madame Parfaite, elle n'a jamais prétendu être parfaite, mais c'est l'image qu'elle véhiculait. À mes yeux. À tes yeux, elle était parfaite. Oui, et puis elle m'a beaucoup aidée, Sophie. Elle t'a aidée au moment où peu de gens t'aidaient? Oui, et croyaient en moi. Puis elle me disait, Sophie, je suis fatiguée. Tu sais, on avait des cours du soir. Je disais, Sophie, il faut que j'aille allaiter Alexis. Puis elle me disait, non, tu lâches pas, t'es capable. Je t'aime, Sophie. Donc, tu as été sous-estimée à ce moment-là. Est-ce que ça t'a donné un élan? Tu m'étonnes. Tu t'es dit, attendez, vous allez voir. En bon québécois, check-moi bien aller. Ah non, moi, non, j'ai fait... Mais non, c'est vraiment mal me connaître. Ma mère, mes parents ont toujours cru en moi, toujours. Ma mère le savait. Mes 2 parents, en fait, oui. Mais ça fait aussi que tu es une jeune maman. Oui. Quelle bien de grand-mère. T'as hâte à ça? Oh, Seigneur, ça peut-tu arriver au PC, s'il vous plaît, Seigneur Dieu? C'est long, là. Oh. Comment tu te vois, grand-mère? D'après toi. Folle. 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 Tu vas l'encercler. Écoute, elle peut... Alors, moi, j'ai 2 garçons, une fille. Alors, mon bébé, c'est la fille, donc, qui a 18 ans, qui va à l'endroit. Donc, il y a peu de chances qu'elle soit maman dans les 10 prochaines années. Mon fils, le plus vieux, a 31 ans. Petit bébé arrive. Écoute, elle peut accoucher puis me le donner. Oh oui, hein? Oh, Marie-Claude, qu'est-ce que j'ai hâte. Oui, puis égoïstement, hein, il y a une partie de moi aussi qui veut se reprendre. Comme ta mère a fait avec ton fils? Non, mais oui. Mais t'aimerais reprendre... Est-ce que c'est par rapport à cet enfant-là, par rapport à Alexis, que tu aimerais reprendre quelque chose? Plus avec Alexis que les 2 autres, mais au-delà de ça, moi, je regarde mes enfants et je me dis, ils sont le prolongement de moi-même. Tu sais, c'est beau de voir s'aligner. C'est beau de voir qu'ils
il va y avoir des enfants qui vont naître et que je suis la grand-mère. Donc, je vais être je vais être l'ancêtre de ces enfants-là. Il y a quelque chose d'égocentrique en disant ça aussi, mais c'est beau. Moi, je vois mes enfants, c'est drôle, hein? T'es mère aussi, donc tu vas le comprendre. Ils sont mon troisième pied, mon troisième bras. Ils sont encore collés à moi. Le cordon, je ne l'ai pas coupé. Je le couperai jamais. Donc, t'imagines quand tu as des petits-enfants, donc tu continues ta lignée. C'est pas beautiful? Moi, tu sais, je peux même pas... moi, ça va m'arriver au mois de juillet. Je sais! Puis j'ai de la misère. Il faut que je fasse attention à pas trop rapidement tomber là. Parce que j'ai comme l'impression que je vais perdre pied. Tu comprends? Je te comprends. C'est que je suis vraiment à quelques heures là, ou quelques jours de perdre pied. C'est là, on a su le sexe. Oui. Et là, c'est comme, OK, là, ça devient concret. Est-ce que tu le visualises? Est-ce que tu l'imagines? Ben oui, Oh! j'ai tout... Ben oui. Puis là, je veux aller m'acheter une chaise berçante. Ben oui. Je me dis, c'est la première affaire. Oui. Parce que ça, c'est important. Après ça, je me disais, la table à langer. Ça, c'est important. On passe tellement de temps devant une table à langer. Puis tu vas sûrement... Et là, je te le confirme, là. Il va sûrement avoir la chambre du bébé, une chambre secondaire chez toi. Ben oui. Mais moi, je vais le garder, là, cet enfant-là. Ben là. Non, mais tu sais, je veux dire... C'est une... Tous les grands-parents, tu sais, disent ça quand c'est la première fois que ça arrive, surtout à quel point c'est un changement. C'est comme un... Je sais pas, c'est une nouvelle direction. Tu sais ce que ma mère m'a dit? Ma mère est devenue grand-mère à 45 ans. Ma mère c'est une ancienne fonctionnaire du gouvernement qui a pris sa retraite lorsque je suis devenue enceinte d'Alexis. Et ma mère, qui est une mère aimante et présente, m'a dit, Varda, si tu penses que t'aimes tes enfants, attends de voir l'amour que tu vas éprouver envers tes petits-enfants. Ça n'a aucune limite. Je te rappelle, Marie-Claude, j'ai 3 enfants. Alexis a 31 ans. Ma mère est encore à 4 pattes devant Alexis. Extraordinaire. Magnifique. C'est beau, hein? Ben, c'est toute cette transmission-là. Et là, j'imagine que tu veux l'avoir aussi avec ton petit enfant à toi. Marie-Claude, j'en veux plein. Emmenez-en des bébés. Non, mais t'as de la bouffe, t'as 2 frigos. T'attends que ça. C'est? Ben là. Allô, les enfants? Alors, est-ce que t'es prête à passer aux questions hypothétiques? Oui. Tu en piges une. C'est elle qui me parle. Celle-là? Oui. Comment imagines-tu ton dernier repas? Gargantuesque. Qu'est-ce qu'on mange à ton dernier repas? Moi, je suis une gourmande. Moi, j'aime tout et je mange beaucoup. Je mange des grosses portions. Il n'y a rien qui me désole le plus qu'aller dans un restaurant haut de gamme et qu'on me met 2-3 trucs dans une assiette. Je fais, ben voyons. Hein? Non. Je suis d'origine haïtienne. Des grosses portions. Alors, voilà. Mon dernier plat, ce sera un repas typiquement haïtien, du riz blanc, de la purée de lentilles rouges, un plat qu'on appelle le légume qui est constitué de choux, de carottes. C'est comme une ratatouille, si tu veux. Des bananes plantains frites, un avocat. Ah, Seigneur, j'y pense, s'il vous plaît. Ah oui, donc là, c'est Garniana. Qui est là? Daniel et mes enfants. Et qu'est-ce que tu leur dis? C'est ton dernier repas. Assurez-vous que je sois super cute dans mon cercueil. Tu vas être exposée. Je m'étonne, absolument. Avec une pause aussi. Moi, tout mon kit est prêt. Ben voyons! Bling, 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 bling. Bling, bling. Robe longue de diva. Robe longue comme une miss. Couronne. Maquillée. Souliers, parce que j'aime les souliers, donc on doit montrer mes chaussures. 2 côtés de préférence. Qu'est-ce que tu veux dire de côté de préférence? Parce que je veux voir les gens. OK, tu vas être de côté? Bien sûr, je vais être... Les gens pensent que je fais une blague. Je vais te coucher de côté. Et je veux pas que ça soit... Non, attends. Parce que au début, je me disais, faut que ça soit dramatique. C'est un peu comme un mélange de la Calas et de Dalida. Non, là, je vais faire une célébration de la vie. Donc, mettez du Barry White, dansez. Alors, j'ai une cousine qui est décédée l'an dernier d'un cancer à 46 ans. Et c'était beau parce que moi, je suis issue d'une grande famille, surtout de... Et on était tous les cousins, les tantes, on devait être une centaine. C'était à Miami. Et alors, tout le monde pleurait à l'église. Et après, le party, c'était comme un carnaval à Rio. La bouffe, tout le monde dansait. Écoute! Oui, c'était magnifique parce qu'on célébrait la vie de Valérie et non son décès. C'est beau, ça. Oui.
Mais oui, c'est une autre perception Oui, parce que qui enlève pleurer- rien Non, à la au peine. drame, à la peine, Absolument pas. à l'absence. Ça enlève rien à ça. Non. Mais c'est à sa couleur à elle. Oui, puis c'est ce que je veux. Je l'ai changé dans mon testament, d'ailleurs. Ah oui. Mettez-en du Barry White puis du disco. Ah ouais. La musique joyeuse. Tu sais, je veux pas du Billie Eilish qui fait que... non, je veux pas que ça soit larmoyant. Moi, regardez, vous sortez le ventre plein, en état d'ébriété, avec un Uber qui vous attend. Assurez-vous, prenez l'argent que j'ai ou peu importe pour payer des Uber à tout le monde. Je veux un carnaval de Rio. De côté. Ah oui. Puis j'ai fait une liste aussi de gens que je ne veux pas qu'ils se présentent à moi. Ah, ça, c'est drôle. OK. Oui. Ça veut dire que tu laisses gérer à un membre de ta famille les non-invités. Ah oui. Et pour m'assurer qu'ils vont le respecter, il y a un avocat aussi qui est sur le dossier, qui va être présent à mes funérailles. Parce que lui, il a la liste. Et eux, ils sont retournés. Je ne pardonne pas la trahison, Marie-Claude. Jusqu'à dans la mort. Ah oui, c'est clair. Si tu avais à écrire ta biographie, comment elle s'appellerait? Pas besoin de t'inquiéter, ça va être OK. Tu as eu à le dire souvent. On s'est beaucoup inquiété pour toi. Ça a fini par être OK. Et ça va finir OK aussi. Et dans le chapitre actuel de ta vie, ça s'appellerait comment? Ah, la meilleure... C'est la plus belle période de ma vie. C'est ça, là. C'est là, là. C'est là, là. Vraiment, c'est là. C'est beau de te voir comme ça. Je t'ai pas toujours vu comme ça. Ben là, ça va. Mais oui, mais ça va, t'es bien. Oui, enfin. Enfin, mais malgré que tes troubles de santé, tes colocs Oui. sont toujours là. Oui, puis je vis encore des épreuves. C'est de l'espoir aussi. Oui, pour tous ceux et celles qui en souffrent. Oui. Alors, ce que je dis toujours, à ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale et qui sont dans un moment de détresse. L'adage, pas l'adage, mais lorsqu'on dit après la pluie, le beau temps, moi, je dis aux gens, les nuages, là, qui sont dans votre tête, là, qui passent maintenant, c'est que ils finiront par passer. Et ils vont laisser place, ils vont se dissiper, ils vont laisser place au soleil. T'es la meilleure personne. T'es la meilleure personne pour parler de santé mentale. Parce que je sais à quel point c'est souffrant. Moi, je peux me mettre à la place des autres. Je comprends très bien c'est quoi. Oui, tu comprends Oui. les étapes, les Oui. phases, les Oui. regards aussi Oui. des autres. Oui. Tu sais, Oui. on peut en parler sans l'avoir, mais on ne subit aucun regard. Toi, t'as connu ça. Tout ça. Et je te dirais plus, même que... parce que ça aussi, on me le dit, c'est lourd, tu ne parles que de ça. Ben oui! Si t'aimes pas ça, change de poste, comme dirait Marie-Claude. Parce que le nombre de gens que j'aide, encore une fois, je le dis avec beaucoup, beaucoup de modestie, ça me fait du bien. Moi, les gens savent qu'ils peuvent m'écrire n'importe... Je comprends tout le temps. J'ai eu mon diagnostic à 14 ans, j'en ai 51. Je le sais-tu? C'est quoi? Je vous le confirme. Ouais, mais c'est jeune pour avoir un diagnostic. Tu l'as su rapidement Oui, dans tant ta mieux. vie. Ben oui, tant mieux. Tant mieux, oui. Tant mieux quand ça arrive. Oui. Alors moi, j'en ai une dernière pour toi. Vas-y. Où te vois-tu dans 10 ans? 6 mois dans les Laurentides, 6 mois en Haïti, botoxé. Bon, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Botoxé. Alors, botoxé. Oui, botoxé, pas trop. Mais il y a quelque chose de paradoxal, tu sais, parce que j'adore vieillir. Mais je pense que c'est la coquetterie qui fait ça. Bon, peut-être pas trop botoxé, OK. Alors, 6 mois dans les Laurentides, parce que moi, j'adore le Québec. Je suis née au Québec, j'adore. Pour moi, c'est le plus bel endroit où l'on peut vivre. 6 mois en Haïti, parce que c'est la terre de mes ancêtres et j'adore la chaleur. Entourée de mes 94 petits-enfants. Avec Daniel, pas loin. Évidemment. Oui, j'espère. Évidemment. Oui. Donc là, tu as dit botoxé. Là, ça va faire réagir, ça. Mais en même temps... Marie-Claude. Non, mais en même temps, tu sais, quand on était jeune, on n'entendait pas parler de ça, toi puis moi. Moi, je suis un peu plus vieille que toi, mais Oui. on est quand même pas mal de la même Ben, plus vieille, génération. là, Marie. Mais maintenant, Oui.
ça fera toujours partie des options. Puis tu sais quoi? Alors voilà. Encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne juge pas les femmes et j'accepte peu importe ce qu'elles font, tant aussi longtemps que c'est dans la légalité. OK. Tout ce qui est fait, tout le monde peut avoir envie ou les droits d'avoir des injections de Botox. Ce qui peut être problématique, c'est l'excès. C'est ça. Mais quand même s'arrêter? Puis l'excès, en même temps, Marie, où est-ce que ça nous regarde? C'est pas de mes affaires, moi. Si toi, t'es bien avec 300 piqûres d'en face, que grand bien te fasse, bon Dieu, ça me regarde pas. Mais toi, ça te fait du bien de voir un ralentissement du vieillissement. Mais j'ai aussi l'avantage d'être issu de la communauté noire. Ben oui. Beaucoup d'élasticité dans la peau, donc qui vieillit moins vite. Et c'est 2-3 affaires ici, là. Non, pas chute, je le dis. Mais oui, 2-3 piqûres ici, là. Voilà. Dans comment t'appelles ça? Ça, c'est le... C'est le Il n'y a pas lion là-dedans? L'arrêt du lion. Oui, quelque chose comme Oui. ça. Ouais, il y en a beaucoup là, qui vont intervenir. Oui. Là. Ouais, Ben merci. J'espère qu'on va se revoir. On se Comme donne tu rendez-vous veux. dans 10 ans. Gracias, mi amor. Merci à toi, Marie. Vraiment un plaisir. Merci. Plaisir partagé. Puis de partager ton histoire, Oui. ton vécu, de te montrer vulnérable aussi. Ça, je sais à quel point on va recevoir des commentaires et ça fait du bien aux gens. Merci. Alors, merci pour tous ces gens-là. Déjà, je sais qu'ils vont nous écrire. Tu fais du bien. Merci. Oh mon Dieu, ça me touche. Non, mais tu fais vraiment du bien. Ça me touche. Merci. Merci, Varda. Alors, merci à tout le monde. Vous pouvez voir les épisodes une semaine à l'avance si vous êtes abonné du Marie Club. Alors, rendez-vous sur le marieclaude.com pour en savoir plus. Et moi, j'ai juste envie de vous dire au prochain podcast. Bye-bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.